Okay, so I think we must resume our work. Bien, je crois que nous allons devoir reprendre nos travaux. C'est donc l'ouverture officielle avec le premier cours de droit international privé de cette session. Je pense que vous vous attendez à entendre ce cours avec impatience. Je appelle le professeur Linda Silberner à venir à l'estrade. Elle enseigne à l'école de droit de New York University, également directeur du Centre de litigation transnationale à l'Intensa San Paolo Centre. Elle s'est spécialisée dans plusieurs domaines de procédure civile, conflits de loi, contentieux transnationaux et arbitrage international. Comme je vous l'ai dit, à l'été 2021, le professeur Silberman avait fait un cours général héroïque sur le droit international, héroïque à l'époque, mais dont j'ai appris qu'il allait être publié très bientôt dans le recueil. Son cours va être fait en anglais et je souhaite la bienvenue au professeur Silberman qui est en train de monter à la tribune, au podium. Merci beaucoup, professeur Touvenin, pour ces observations. Je sais que ça m'aurait beaucoup embarrassé et que autrefois, si j'avais tout pu entendre, ça m'aurait embarrassé. Bref, vous imaginerez facilement que c'est pour moi un bonheur sans nom que d'être présente ici. J'ai fait plusieurs cours. Le cours été, j'y ai assisté, mais le cours général qui est fait en 21 a été vraiment difficile pour moi. Et pourquoi particulièrement difficile? Parce que vous n'étiez pas là, il n'y avait personne, pas de public. Et je suis extrêmement reconnaissante à l'Académie d'avoir la possibilité de vous rencontrer aujourd'hui. Et c'est du fond du cœur que je vous en dis merci. Merci à tous. Mon sujet pour cette conférence inaugurale, coopération et communication en droit social privé, nous offre un aperçu rapide des efforts qui ont été faits ces dernières décennies en droit international privé. J'aborde des sujets dont vous entendrez parler de nouveau au cours des semaines que vous allez passer à La Haye, parce que là, c'est une conférence inaugurale. Je ne vais donc que l'aborder de façon très ponctuelle. La question de la coopération a évolué au fil des ans avec l'expansion des activités transfrontalières dans beaucoup de domaines matériels du droit. Et le résultat, c'est que la coopération revêt différentes formes. Pas seulement s'intéresse aux domaines classiques comme le conflit de loi, l'élection de foi, la reconnaissance, etc. Mais la coopération dans le contexte de contentieux familiaux, par exemple, avec l'ajout de la communication. Bien sûr, la coopération a ses limites, comme le professeur Weiler l'a dit fort bien dans la cour qu'il a fait en 2010 sur les mutual trust. Elle a reparé la façon dont l'ordre public, qui est mentionné dans plusieurs traités, étire le principe de la confiance mutuelle qui est ainsi mise en péril. Mais les efforts de coopération, même s'ils sont étirés au maximum, c'est comme la caractéristique du droit international privé, et ils l'emportent sur les approches privées. Cette coopération fonctionne au plan multilatéral ainsi qu'au plan régional et peut prendre la forme de traités, de règlements ou encore de soft law comme des droits types, des principes et des guides. Ceci se veut être, comment dire, un smorgasbord, un panachage des différentes formes de coopération qui ont été mises en place au cours de ces dernières années. Je vais commencer par l'unification du droit matériel. L'une des meilleures façons de parvenir à l'unification, c'est l'unification, je dis bien, du droit matériel ou d'un traité, dans un traité national, ou encore par la mise en œuvre intentionnelle de règles juridiques, qu'elles soient interprétées et appliquées de la même façon dans différentes juridictions. L'une de ces tentatives, de ces approches qui a le mieux marché, comme vous le savez, c'est la Convention
convention sur la CICG, la convention sur les contrats et la vente internationale de marchandises, avec 97 signataires, qui est utilisée couramment pour trancher des différends dans le contexte des ventes internationales. Vous avez également l'affacturage ou encore la convention d'Unidroit sur le crédit-bail, qui aborde d'autres sujets, mais on remarquerait que même la CICG, c'est-à-dire vente des marchandises, est limitée puisqu'elle n'est pas exhaustive et elle fait l'impasse sur plusieurs questions. Il n'y a pas d'autorité centrale et donc l'application stricte des règles ne peut être garantie. Pourtant, certains efforts ont été déployés devant permettre une coopération, une unification. Par exemple, le site qui est maintenu par l'Institut de droit commercial compile toutes les décisions de justice qui visent à fournir des traductions permettant ainsi aux juges de lire plus facilement des décisions sur tel ou tel arrêt rendu par tel ou tel tribunal. Bien sûr, il y a également des mécanismes de coopération au niveau régional. Par exemple, l'OHADA, l'harmonisation du droit commercial ou droit des affaires en Afrique, avec des décisions qui sont susceptibles de révision par un tribunal supranational. J'en passe maintenant à la coopération, qui est envisagée un peu différente par des règles de conflit de loi uniformes au niveau régional. Il y a des traités en la matière, à savoir quelle est la loi applicable à certains cas de figure particuliers. Mais bien sûr, la conférence de La Haye joue un rôle majeur à cet égard. Elle l'a fait dans plusieurs domaines matériels avec les négociations. Elle a mis en place de plusieurs traités sur la loi applicable dans tel ou tel cas de figure. Je pourrais parler de la Convention de 71 sur le droit applicable aux accidents de la circulation, Convention de 72 sur le droit applicable à la responsabilité du fait des produits, celle de 78 sur le droit applicable à la propriété matrimoniale ou encore la Convention de 85 sur la loi applicable aux trusts et à leur reconnaissance. Ça fait toutes des domaines très variés, ce qui reflète bien leur avancée remarquable qu'ils ont permis en ce qu'elles harmonisent les règles de conflit et minimisent le risque de forme shopping. Ici encore, pour ne pas perdre de temps, je ferai rapidement référence à la Convention sur les accidents de la route de 1971 qui prévoit que la loi applicable est celle de l'État où l'accident est survenu, ce qui permet une grande prévisibilité, ou encore la Convention sur la responsabilité du fait des produits de 1973 qui clarifie le droit applicable dans des contextes compliqués en établissant une hiérarchie de facteurs de rattachement, comme la résidence habituelle de la partie lésée ou encore le lieu de la mise sur le marché d'un produit, ce qui encourage une meilleure prévisibilité du résultat, ou encore les conventions de 1978 sur les régimes de propriété matrimoniale, ou encore la possibilité des parties de choisir la loi applicable au trust, ou encore d'autres possibilités. Alors, pour ce qui est du choix de loi applicable, conflit de loi, c'est une coopération qui se fait essentiellement au niveau régional. C'est là que c'est le plus efficace, avec le modèle, bien sûr, de l'Union européenne, dont l'un des exemples du genre, c'est la Convention de 80, la Convention de Rome, qui a remplacé les règles de DIP nationales par des règles uniformes, qui a dicté le droit applicable en matière civile et commerciale. Et bien sûr, elle est mise à jour, elle a été revue et corrigée dans le règlement Rome 1. Et puis vous avez une institution supranationale, la Cour de justice européenne, qui est là pour garantir et fournir une interprétation opposable de ces règles. Le règlement, comme la Convention, a une portée universelle, c'est-à-dire que toute disposition du texte doit s'appliquer indépendamment de savoir si c'est la loi d'un État membre ou pas. Et outre qu'il consacre le principe de l'autonomie et la volonté, le règlement Rome 1 prévoit un certain nombre de règles de conflit pour tel ou tel type de contrat, ainsi qu'une règle résiduelle pour d'autres types de contrats. C'est la souplesse
qui est consacré par l'exception, par exemple, si le contrat est plus étroitement rattaché avec un autre pays, ainsi que le rôle joué par les lois de police, les lois d'application immédiate ou l'ordre public. Ensuite, adoption de Rome II en 2007, qui établit des règles de conflit en matière d'obligations non contractuelles, matière civile et commerciale. Comme Rome I, tout droit spécifié par le règlement est appliqué, qu'il s'agisse ou non du droit d'un État membre. Et puis il y a une règle générale qui prévoit l'application de la loi du lieu du préjudice, mais qui aménage une exception lorsqu'il existe un rattachement plus étroit avec un autre pays. Rome II prévoit des règles conflictuelles de tentative, par exemple en matière d'actes de délit, en matière de responsabilité du fait du produit, ou concurrence déloyale, alors il y a des exceptions aménagées pour permettre d'appliquer la loi d'application immédiate, ainsi qu'éventuellement l'ordre public. Le règlement Rome III maintenant, intitulé « Loi renforcée applicable au divorce et à la séparation de corps », concerne la loi applicable aux divorces internationaux. Les parties peuvent choisir la loi applicable dans la mesure où il y a des contacts suffisants, et en l'absence d'un choix, vous avez toute une cascade de facteurs de rattachement qui permettent de déterminer la loi applicable. Outre l'exception générale, l'exception d'ordre public, vous avez une disposition très intéressante qui dit que le règlement ne s'impose pas aux juges, dont les juges nationaux ne sont pas censés appliquer, en particulier le divorce. Donc là, c'est une limite à la coopération. Au niveau régional, maintenant, des efforts ont été faits, mais je pense qu'en effet, c'est moins efficace. Dans le cas de l'obligation des États américains, la loi de 1994 interaméricaine, la loi applicable aux contrats internationaux, la loi dite de Mexico, qui prédit quelles sont les règles du conflit de loi en matière de contrat international entre les parties dont leur résidence habituelle ou l'établissement sont dans des États différents, mais seulement 2 États et rejoint la Convention. Plutôt que de prévoir des ratifications supplémentaires ou de l'amender, l'OAS a produit un guide officiel qui permet d'appuyer les États membres qui souhaitent moderniser leur législation en matière de contrats commerciaux quant au rôle de l'autonomie et de la volonté dans le choix de la loi applicable, tel que prévu, entre autres, par la conférence de La Haye, avec ses principes sur le choix de loi en matière de contrats commerciaux internationaux. J'en arrive aux autres domaines de coopération traditionnelle, la reconnaissance au niveau multilatéral. La conférence de 71 s'est efforcée mais n'a pas réussi. Il fallait l'accord bilatéral, il n'y en a pas eu, donc la convention n'a jamais été opérationnelle. Alors vous voyez, c'est vraiment au plan régional que ça marche bien ainsi. En 1979, l'Organisation des États américains qui a adopté une convention interaméricaine sur la validité extraterritoriale des arrêts étrangers, des sentences étrangères, ce qu'on appelle la convention de Montevideo. En fait, elle est efficace et effective, cette convention, 10 pays de l'Amérique latine, dans la région du Golfe. La plupart des membres des États de la Ligue arabe font partie à l'accord de Riyad. Même s'il n'y a pas de dispositif régional, la Chine, qui a une trentaine de traités, et considère que c'est un pilier important de l'initiative baptisée Nouvelle route de la soie. Au plan régional, c'est la Convention de Bruxelles qui est la plus efficace, qui a été mise à jour, c'est le règlement européen de 2001, et la refonte de Bruxelles I. Beaucoup d'États se mettent d'accord sur les chefs de compétences pour tel cas de figure, mais seul chef de compétences exclusif et les États membres sont d'accord pour reconnaître et faire exécuter les arrêts rendus par les États membres dans une série de défenses limitées
sans qu'il soit nécessaire de passer par l'exéquatur. Ici encore, la Cour européenne de justice fait autorité pour ce qui est de l'application, de l'interprétation de ce règlement, et on espère pouvoir arriver à une certaine uniformité dans l'application de ces dispositions. Alors, la conférence de La Haye, on la retrouve, le cadre européen peut-être très limitatif, et La Haye a essayé, a tenté une convention mixte avec des chefs de compétences exclusives assortis d'une autre méthode qui assure plus de latitude. Et finalement, ça n'a pas débouché. Et pour ne pas abandonner, les négociateurs ont envisagé une autre convention qui a bien réussi. C'est la convention sur l'élection de forts. Les juges des États combattants ont la possibilité de trancher un différend lorsque les parties n'ont pas ont contravenu un accord et reconnaît un arrêt désigné par un accord d'élection de forts exclusif. La Convention dispose également que la loi, et ici de la totalité de la loi, va déterminer la licéité de la clause d'élection de forts et énonce un certain nombre de défenses quant à la validité de la clause d'élection de forts et de l'arrêt qui en découle. À partir de ces négociations, la conférence de La Haye poursuit ses efforts en vue de produire une convention multilatérale sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, et contrairement aux négociations antérieures qui avaient échoué, la convention de 1919, la convention du jugement, fait référence ou est baptisée convention unique, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le traité traite avec la reconnaissance du jugement et l'exécution plutôt que la compétence directe, c'est-à-dire que la Convention n'envisage la question de la compétence qu'au plan de l'éligibilité et identifie les chefs de compétence qui seront acceptés à l'appui du jugement, mais le seront au stade de la reconnaissance, c'est-à-dire que nous sommes dans le cadre d'une compétence juridiction indirecte. La Convention est limitée à la matière civile et commerciale, contient un certain nombre d'exclusions, en matière, l'objet, la question de diffamation, du respect de la vie privée, l'arbitrage, propriété intellectuelle et concurrence, mais exige la reconnaissance et l'exécution d'un jugement, d'un arrêt éligible, entre guillemets, sous réserve de défense qui autorise la non-reconnaissance sans l'imposer. Une exception qui exige la non-reconnaissance lorsqu'il s'agit d'une propriété in rem, dans la mesure où le bien n'est pas situé dans l'état de l'arrêt, du jugement. À ceci près, la Convention fait office de seuil a minimis et permet une reconnaissance plus générale en vertu de la Convention. Donc, la Convention est en vigueur dans les États membres de l'Union européenne, en Ukraine, en Uruguay, et à partir de ce mois-ci, au Royaume-Uni également, et d'autres pays sont censés y adhérer d'ici peu. Ce serait une erreur, bien sûr, de ne pas mentionner la Convention qui est le modèle d'exécution des reconnaissances dans nos pays, mais dans l'absence d'un contrôle étranger, c'est bien sûr la Convention de New York. Quasiment tous les États sont devenus partis à cette Convention de 1958. La Convention est considérée comme étant la pierre angulaire du système de l'arbitrage international. Le principal objectif de la Convention, c'est de permettre à une sentence arbitrale rendue dans un État soit exécutoire dans tous les autres pays qui ont souscrit à la Convention. La Convention couvre également des conventions d'arbitrage, les accords d'arbitrage, et elles exigent la reconnaissance de ces accords et obligent les juges de l'État contractant à
envoyer les parties en arbitrage, sauf à constater qu'il y a eu une fraude. Quelques défenses d'un défaut dans la procédure d'arbitrage, ou la non-arbitrabilité, ou encore l'ordre public, tout ceci se fondant sur la législation en place. Dans les pays où elle est en vigueur, la Convention a joué un rôle central. Elle fait en sorte que les sentences arbitrales sont effectivement appliquées au-delà des frontières et réduit les risques des transactions transfrontalières dans le contexte du droit de l'investissement. La Convention prévoit également une armature qui permet de faciliter les sentences arbitrales investisseurs-État. 60 ans plus tard, ici encore, une coopération, ici dans le contexte de la médiation, la Convention de Singapour de 2018, rédigée par la CNUTSI, qui a pour but d'élargir son champ. La médiation, c'est une méthode très efficace de régler les différends internationaux. Contrairement à la Convention de New York, la Convention de Singapour, elle, ne prévoit pas d'exécution des accords d'aller en médiation, mais une fois qu'un accord a été décroché, la Convention prévoit à la fois l'exécution de cet accord et le droit d'une partie qui ne serait pas d'accord, contestée, à invoquer ceci. Les chefs de refus d'exécuter un accord de règlement sont les mêmes que ceux que l'on trouve dans la Convention de New York, mais bien sûr, ils ont été aménagés pour permettre de coller au contexte particulier de la médiation. Donc cette Convention de Singapour représente, si vous voulez, une double dose de coopération, c'est-à-dire d'une part la coopération volontaire des parties à un différend international qui souhaite parvenir à un règlement par la médiation et le cadre international qui vient garantir la reconnaissance et l'exécution de ces accords. Je vais maintenant changer un petit peu de sujet, parler de la coopération transfrontalière, mais dans le domaine des contentieux, parce que le contentieux transfrontalier s'avère être un domaine où la coopération est indispensable en matière procédurale, mais les solutions de conflits de loi ne cadrent pas, ne vont pas. Il faut donc trouver d'autres méthodes, par exemple pour faciliter la signification ou l'obtention des preuves. Ici encore, on est au plan multilatéral où la coopération avec la Convention de la Conférence de La Haye sur la Convention sur la signification, par exemple, celle de La Haye, qui prévoit une autorité centrale. Elle prévoit qu'un État s'engage à signifier un document à un autre État membre sous réserve des conditions qui sont énumérées dans la Convention. Chaque État désigne une autorité centrale qui a la responsabilité d'acheminer les demandes de signification elle prouve qu'il y a bien eu signification à l'État requis. Ces demandes peuvent venir de l'autorité centrale d'un pays ou bien elles peuvent émaner de parties privées ou d'un tribunal. L'autorité centrale soit signifie ce document elle-même ou a pour ce faire plusieurs mécanismes pour le faire. Elle peut autoriser les États à procéder ou à utiliser d'autres moyens pour parvenir à une signification en bonne et due forme. La Convention de La Haye, qui est intéressante également de La Haye, parce que sur la preuve, les juges, Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière commerciale. Pour garantir une bonne coopération, il faut bien sûr avoir un accord international d'une façon ou d'une autre. Cet objectif qui a été atteint grâce à la Convention de 70, Convention de La Haye sur les preuves, couvre les demandes et les questions requêtes de preuves, même si ceci se fait en matière de procédure judiciaire ou uniquement en matière civile ou commerciale. En vertu de la Convention, les États contractants sont dans l'obligation de recevoir et d'exécuter les demandes de production de preuves soumises par les États contractants. Elle passe pour ce faire par une autorité centrale. C'est elle qui va recevoir éventuellement une commission rogatoire émanant de l'autorité judiciaire d'un État contractant qui va ensuite adresser cette requête à la juridiction appropriée dans le pays. Alors, grâce à ceci, la Convention impose que certaines
ces commissions soient respectées. Elle prévoit des moyens de contrainte, mais même il faut réunir des preuves, mais il n'y a pas là de mesure de coercition. Contrairement à la Convention sur l'éducation, celle sur l'obtention des preuves n'est pas exclusive. Et les cours qui ont compétence, les juges qui ont compétence peuvent, pour obtenir des preuves, s'en remettre à leur législation nationale. Mais lorsque on cherche à obtenir des preuves concernant une personne à l'égard d'une personne qui n'est dans un pays non partie, la Convention sera la seule possibilité de procéder. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'obtention de documents avant le procès, ce qu'il est convenu d'appeler les pre-trial discovery ou les commissions rogatoires. Et c'est pour ça que la Convention inclut un article qui autorise les États contractants à déclarer qu'il n'existe pas ces commissions rogatoires pour cet objectif. Et certains pays ont adopté cette déclaration, ce type de déclaration, ce qui veut dire que la coopération dans son domaine reste bien sûr limitée. Je parle essentiellement des conventions multilatérales, mais vous en avez d'autres au plan régional, les conventions de l'OAS sur les commissions rogatoires ou la refonte, encore la refonte du règlement sur la signification, celle de 20 les autorités judiciaires étrangères agissant sur le territoire en vertu de certaines conditions. Je vais maintenant passer à la transformation de la coopération dans le domaine du droit de la famille. L'élection de fort et les questions de compétences sont beaucoup trop abstraites et théoriques pour être s'appliquer à des questions familiales transfrontalières. Et une harmonisation matérielle est encore moins probable, étant donné la diversité des traditions juridiques et des problèmes culturels. Ces limites sont apparues de façon évidente en 60 et 70, moment où le droit de la famille faisait l'objet des nombreuses conférences de La Haye sur le mariage, le divorce, la propriété matrimoniale, la protection des enfants, l'adoption. Ceci n'était pas vraiment satisfaisant. Donc, on a décidé d'adopter une autre démarche inspirée de la procédure civile en matière de signification et de preuve, avec le rôle éminent joué par l'autorité centrale. Un autre modèle a été envisagé pour la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement d'enfants international, qui met en place une autorité centrale qui rejoint l'objectif de cette obligation. Je passerai tout à l'heure de la coopération par l'autorité centrale, qui est devenu le modèle incontournable qui a servi par d'autres conventions, qui a été élargie dans la Convention de 1996, Convention de La Haye, sur la juridiction, le droit applicable, la reconnaissance et l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et les mesures de protection des enfants. Vous voyez différents types de coopération et de communication dans ce domaine. Quelques mots maintenant de la Convention sur l'enlèvement d'enfants, qui ne dispose pas de règles de compétences ou pour faire exécuter un jugement. Un parti qui a le droit de garde et qui exige le retour d'un enfant qui a été déplacé illicitement de sa résidence habituelle, c'est une obligation qui s'impose aux autorités judiciaires et administratives des États contractants, mais en pratique, c'est l'autorité judiciaire qui prononce l'ordre de retour suite à une demande. Le remède du retour, c'est l'élément critique de cette coopération. L'objectif primaire de la Convention sur l'enlèvement, c'est d'obtenir le retour de l'enfant sans qu'il y ait de procédure officiellement formée. À cette fin, la Convention impose à chacun des pays l'obligation de créer une autorité centrale dont la responsabilité sera de coordonner les différentes tâches nécessaires de façon à permettre le retour de l'enfant. Ce sont des obligations à double sens, c'est-à-dire lorsqu'un enfant est pris dans un pays
et entraîne dans un autre pays, ou encore un déplacement dans l'autre sens parce qu'il y aurait eu rétention. Les cas sortant de l'autorité centrale, de la résidence habituelle de l'enfant, peuvent préparer ou rédiger une demande de signification pour que l'enfant retourne chez lui et puisse se contacter avec l'autorité centrale de l'État où l'enfant a été enlevé pour arriver à le localiser l'enfant et en garantir le retour. L'autorité centrale donc peut jouer un rôle très utile en localisant l'enfant, en facilitant l'accès à l'assistance judiciaire et parfois même entamer une procédure qui permet de garantir le retour de l'enfant. Outre cet aspect de coopération et de communication entre les autorités centrales, vous avez également la possibilité de coopération directe entre les juges des États requérants et requis. En 1980, les auteurs de la Convention n'avaient pas envisagé de dispositions sur la communication judiciaire directe dans le texte de la Convention elle-même. Par la suite, il s'est avéré que c'était un outil absolument indispensable. C'est pour ça que le bureau permanent de la Conférence de La Haye a mis en place un réseau de juges, et la conférence a été réunie pour mettre en place et publier un guide concernant ce sujet avec des principes directeurs de communication judiciaire. Les communications se sont souvent entre les autorités centrales et les juges locaux ou entre les juges eux-mêmes, mais le guide permet de repérer certaines questions où la communication directe entre les juges sur tel ou tel cas d'enlèvement peuvent s'avérer particulièrement efficace et utile. Par exemple, lorsqu'il s'agit de prononcer des mesures conservatoires dans le pays où l'enfant va être retourné, ou bien de savoir si un juge étranger peut accepter et faire exécuter une ordonnance qui a été prononcée dans l'état du refuge. La Convention sur la juridiction de la loi applicable à la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité vous donne une idée de toutes les questions qui peuvent se poser. On peut dire qu'il s'agit là d'une convention sur la reconnaissance des jugements en matière de garde, mais elle contient d'autres dispositions, comme par exemple quid de la tutelle ou la curatelle, du placement des enfants dans des foyers d'accueil. Et il faut faciliter la coopération, la communication et l'échange d'informations entre les États contractants, mais la coopération, bien sûr, peut-être aller bien au-delà de ses limites. Les responsabilités que prévoit la Convention sont forcément incombées à plusieurs autorités locales, institutions ou juges, tribunaux. Je n'ai pas le temps de parler de tout cela, mais l'une des idées qui a été adoptée dans cette Convention, c'est de transférer la compétence qui passe à l'État de la résidence habituelle à deux autres États qui sont peut-être mieux placés pour veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et à ce moment-là, on peut autoriser ces autorités à devenir compétentes pour mettre en effet cette possibilité. La Convention évoque le fait qu'on peut produire un échange de vieux entre autorités centrales et autoriser la coopération entre les autorités ou encore avec l'assistance d'une autorité centrale. Vous pouvez à ce moment-là voir comment se présente la législation des États concernants pour que tout ceci permette une solution harmonieuse. Au niveau régional, nous avons bien sûr Bruxelles Terre, qui contient des possibilités de coopération encore plus intéressantes. Ce règlement de Bruxelles 3, question de compétences et de reconnaissance en matière de responsabilité parentale et matrimoniale, mais également avec des dispositions détaillées sur le transfert de compétences au sein de l'Union européenne. Et le règlement a encore élargi les obligations qui incombent aux autorités centrales en matière de responsabilité parentale, le fait de donner des informations sur les différents services possibles, y compris afin de permettre la résolution des problèmes à l'amiable. Outre la coopération entre les autorités centrales,
à l'article 86, il est dit que les juges, je dis bien les juges, peuvent coopérer, communiquer directement ou demander des informations aux notre autorité centrale. Ces communications permettent le transfert de compétences entre États membres, ceci dans le contexte de l'enlèvement d'enfants. Je pense qu'il faut que je parle du réseau de juges européens en matière civile et commerciale qui a été instauré en 1971, qui également prévoit un guide. Il va bien au-delà de Bruxelles II terre. Il est constitué par des tribunaux, des autorités qui ont pour but d'accélérer la coopération judiciaire d'une façon plus générale entre États membres en matière civile et commerciale. Il y a des points de contact qui sont mis en place dans chaque État membre pour offrir des services. C'est un réseau qui permet également la liaison judiciaire, permet aux juges qui sont dans différents pays européens de discuter des questions concernant les instruments à notre disposition, qui encouragent également la communication judiciaire et la coordination entre juges dans le contexte du nouveau Bruxelles II terre. Vous voyez, dans le domaine de la famille, il y a eu des efforts remarquables qui ont été faits, efforts visant la coopération. Autre domaine, c'est l'insolvabilité transnationale. C'est un domaine où la coopération et la communication s'avèrent indispensables, compromis entre universalisme et territorialisme dans ce domaine de l'insolvabilité. La loi type de la CNUTSI et le règlement qui lui correspond, celui de l'Union européenne, prévoit une coopération extensive et les communications ont été renforcées en matière de procédure d'insolvabilité. En général, le débiteur a son centre d'intérêt principal et vous avez également un aspect secondaire, là où il a un établissement, et puis une procédure dite ancillaire, là où le débiteur a des biens. Et là où le créancier sollicite qu'une mesure soit prise. Je vais passer tout de suite à la loi de la CNUTSI, qui est plus générale, plus vaste dans son champ d'application, mais l'approche est plus lâche. La loi type sur l'insolvabilité qui a pour but d'assurer plus de justice, plus d'efficacité dans les questions de faillite internationale. Elle a été adoptée dans de nombreuses juridictions, dont les États-Unis. C'est le chapitre 15 du Code de la faillite, adopté également en Grande-Bretagne, au Canada, en Corée du Sud, au Japon, au Chili, aux Philippines, en Afrique du Sud et au Congo, qui montre bien qu'il y a une tendance à la coopération organisée en matière de faillite. La loi type adopte le principe de l'universalisme modifié qui centralise la procédure d'insolvabilité au lieu où se trouvent les débiteurs et prévoit que d'autres juges où se trouvent des actifs vont pouvoir reconnaître la procédure et procéder à un transfert des actifs. Elle adopte une procédure qui permet une plus grande efficacité pour ce qui est de l'administration de ces affaires de faillite. Ainsi, un représentant étranger peut s'adresser directement à un juge local sans passer par une autorisation pour faire ouvrir une procédure de faillite locale à l'encontre du débiteur. Elle encourage également les droits de participation de créanciers étrangers sur le fondement de la non-discrimination. Reconnaissance peut être assurée, sauf si bien sûr elle s'oppose à l'ordre public de l'État. Cette loi type implique la coopération. C'est l'article 25 qui dit que les tribunaux doivent coopérer
dans toute la mesure du possible avec les juridictions étrangères, les représentants étrangers. L'article 27 précise que la communication des informations peut se faire par quelque moyen que ce soit. Il faut bien sûr que la coordination soit flexible. La loi type prévoit un cadre de coordination de façon à ce que les procédures concernant le même débiteur puissent se dérouler harmonieusement dans plusieurs pays. Les juges eux-mêmes ont adopté des guidelines pour la coopération énoncée par le réseau et la notification, signification des dispositions générales. Et ce sont ces principes qui se sont frayés un chemin et que l'on retrouve donc dans des règlements de plusieurs tribunaux. J'avais des exemples à vous proposer, mais je crois que je n'en ai pas le temps. Je vais donc sauter cette partie et arriver à un projet en cours sur la litispendance ou le parallélisme de procédure qui est en cours ici à La Haye. Alors, cette communication de cour à cour, de tribunal à tribunal est intéressante. Il est repris dans un projet étudié par la conférence. Il s'agit de la parallélisme de procédure ou la litispendance. La Convention vise à fixer des mécanismes et des critères qui permettent de traiter d'une même action l'objectif opérationnel. Je reviens sur les travaux du groupe de travail, c'est l'élimination de la litispendance. Il n'y aura plus qu'un seul fort, sauf si bien sûr si ça n'est plus efficace. C'est une tâche qui exige qu'il y ait une méthodologie qui permette de concilier la tradition européenne avec le forum d'audience du droit anglo-saxon. À partir de quand peut-on dire qu'un fort est approprié? Quels sont les critères pour savoir quelle est la cour la plus appropriée? Tout ceci est en cours de discussion. Personne n'a encore tranché. Autre point critique, quels sont les juges qui vont se prononcer à propos de caractère approprié? Toujours est-il que la coopération et la communication seront absolument indispensables. Le dernier projet inclut une disposition qui permette d'envisager une meilleure coordination avec un échange d'informations. Vous avez une disposition sur les mécanismes de coopération qui passe par, dans la mesure du possible, une communication directe entre juges et une communication indirecte également judiciaire en passant par une autorité centrale avec plusieurs détails donnés sur les modalités de la coopération. Vous avez également une option qui permet à l'État d'autoriser des procédures conjointes. Apparemment, ça fonctionne bien. Alors, je dis que personnellement, je ne suis pas convaincue que cette expérience soit facilement transposable l'ensemble des cas de figure civils et commerciaux, puisqu'il s'agit toujours d'affaires qui ne sont pas superposables, qui ont des différences. Dernier exemple de coopération que je tiens à porter à votre attention, qui peut être moins familière dans un premier temps. Techniquement parlant, il ne s'agit pas de droit international privé, mais le modèle en soi est très intéressant. C'est la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption qui offre un modèle unique de coopération pour ce qui est de l'exécution des lois, des instruments de lutte contre la corruption. L'adoption de cette convention a suivi des années et des années de pression exercée par les États-Unis. Je le dis avec une certaine ironie maintenant, parce que pendant des années, cette loi sur corrupt practices, les pratiques corrompues des États-Unis n'était pas utilisée. Bref, la Convention reflète une approche de soft law et associée à un caractère contraignant de la Convention. Les dispositions matérielles de la Convention de l'OCDE exigent que les parties pénalisent la corruption de personnalités publiques et étrangères et imposent des pénalités comparables à celles qui sont applicables chez eux. Mais ces obligations
sont vagues, d'exécution sont vagues. La poursuite de la corruption doit répondre aux principes en vigueur dans les pays des pays, mais serait d'être influencée par des considérations d'intérêt économique national, des effets potentiels sur les relations avec un autre État. Mais la disposition sur laquelle je souhaite insister, c'est celle de la transparence prévue de l'article 12, qui prévoit le suivi qui est effectué par un groupe de travail établi par la Convention. Ce groupe de travail élabore ensuite un système de peer review avec des rapports à intervalles réguliers pour évaluer les différents aspects du respect par les parties de la Convention pour ce qui est de son exécution, adopté par un système de vote, l'unanimité moins une voix, qui veut qu'un pays qui fait l'objet d'une évaluation ne saurait avoir recours au veto à l'encontre des conclusions et des recommandations de ces rapports. D'autres, c'est ce type de coopération informelle qui a des résultats positifs. Les pays sont mieux motivés, ils sont incités à renforcer leurs mécanismes, ils comprennent qu'ils ont intérêt à ne pas faire preuve de discrimination. Celle-ci m'amène à ma conclusion. Différents modes de coopération, des plus traditionnels aux plus modernes, de ces modes de coopération. Vous voyez à quel point différentes méthodes de coopération et de communication ont permis aux droits national privés d'évoluer. Et bien sûr, il n'y a pas de modèle de coopération qui puisse cadrer avec tous les domaines que couvre le droit national privé. Pour certains types de questions, on met l'accent sur l'unification des règles formelles en passant par des traités, des règlements. C'est cela qui s'avère le plus efficace, alors que dans d'autres cas de figure, s'en remettre à une assistance judiciaire ou administrative et au mécanisme de l'autorité centrale est plus efficace. Plus près de nous, la communication et la coordination des procédures entre États, y compris la communication directe entre juges et tribunaux, a revêti une importance croissante. Et puis, il y a encore d'autres modèles qui sont possibles, qui permettent à éduquer et à échanger des points de vue, à éduquer, voire même à exercer une pression. On ne s'étonnera donc pas que la coopération et la communication soient désormais conçues comme un élément indispensable du droit international privé. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous